Il y a 3 ans, la maison mère de la congrégation des servantes de Notre-Dame, reine du clergé, située à Lac-aux-Saumons, a été mise en vente. Devant la situation actuelle où les propositions d'achat ne correspondaient pas aux attentes de la congrégation, l'option de la démolition n'est pas écartée. Le destin du bâtiment est toujours incertain. J'en discute avec sœur Chantal Blouin, économe générale. Donc, je suis avec sœur Chantal Blouin. Bonjour. Bonjour, M. Baudouin. Donc, on le sait que le couvent, l'édifice qui abrite la congrégation est à vendre depuis 3 ans. On le sait là, que ça s'en va vers la fin pour ça. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la congrégation, pouvez-vous nous faire un bref historique en quelle année c'est arrivé? C'est quoi la raison, la mission? D'abord, la communauté comme telle a été fondée en 1929 par l'abbé Alexandre Bouillon et Mme Marianne Ouellette. Et éventuellement, le bâtiment ici a été construit en 1942 et la partie avant et la partie arrière en 1967. Alors, la mission de la congrégation, c'était d'abord le service dans les presbytères, aider les prêtres dans leur ministère pastoral, dans leur mission vocationnelle aussi. De même qu'on a accueilli, dès le départ de l'histoire de la congrégation, des personnes qui étaient seules ou bien des personnes âgées qui avaient besoin d'aide. Alors, depuis le début, on a une historique d'héberger des aînés. Et on a eu, entre autres, le foyer du Lac-aux-Saumons. Ils appelaient ça l'Hospice Marie-Reine du clergé à l'époque. C'est devenu aussi, la partie arrière est devenue une école aussi d'arts familiaux dans les années 67, autour de ça. Et après ça, bien, c'est devenu le foyer de Lac-aux-Saumons. Éventuellement, là, avec les années, le nombre de religieuses qui revenaient à la maison, on a eu besoin des espaces. Donc, on a dû relocaliser les résidents au foyer Marianne Ouellette, qui est ici à Lac-aux-Saumons, qui porte effectivement le nom de notre fondatrice. Et il y a combien de chambres? Il y a combien de religieuses dans l'édifice? Actuellement, on est 25 religieuses. Il y a, si vous me permettez un petit peu, il y en a 12 à l'infirmerie et les autres, bien, ils circulent pour d'autres services dans la maison. Et avec les sœurs à l'infirmerie, il y a 5 ressources intermédiaires et 6 ressources, pas ressources, des RPA, là, qu'on appelle du logement pour les personnes âgées, en privé. Oui, comme je le mentionnais, là, on sait que l'édifice est à vendre depuis 3 ans. J'imagine une des raisons, c'est que justement, au niveau de la religion, il n'y a pas beaucoup de relève. Les religieuses se font âgées. Fait que j'imagine que c'est une des raisons qui fait que vous allez quitter puis vous voulez vendre. Oui, bien, la moyenne d'âge, c'est 87 ans. Évidemment, on est au Québec et la réalité culturelle fait qu'il y a moins de réponses au niveau des appels à la vie religieuse. Moi, je suis la plus jeune, donc déjà, ça vous dit un petit peu... je vous dirai pas mon âge, mais d'ailleurs, le fait que nous devons délester des responsabilités, quand la moyenne d'âge est 87 ans, ça laisse peu de personnes pour gérer, je dirais, et les œuvres et la communauté fraternelle. Donc, actuellement, on a une directrice générale qui est laïque. On a aussi une économe qui est une responsable de l'administration administrative pour les finances, qui est laïque aussi. Mais avant, c'était toujours les religieuses qui assuraient ce service-là. Donc, plus ça va, moins on est nombreuses pour, je dirais, s'assurer du bien-être de chacune des sœurs. Les soins, ça exige beaucoup. On a 47 employés pour 37 résidents. Donc, mais c'est sûr, c'est des 7, là, pour des cadres, des cadres horaires de 7 jours, là. Mais ça dit aussi que, moi, sur 25, après moi, ça va dans plus âgé, donc ça fait beaucoup de monde à prendre soin. Donc, un peu comme on prend soin de nos vieux parents, bien, il y a une limite à ce qu'on peut faire. Alors, il faut aller chercher de l'aide. Puis, c'est ce qui fait qu'on n'est plus capable d'entretenir le bâtiment comme tel. Donc, on rêve, on espère que quelqu'un sera intéressé par l'œuvre, dont prendre soin des aînés,
pour pouvoir poursuivre. Mais jusqu'à présent, on avait déjà fait une première démarche de vente privée avec des courtiers. Et la question financière était toujours, achoppait toujours, parce que c'est quand même assez dispendieux entretenir des bâtiments comme ça. Puis assurer une durée, surtout aussi dans le temps. On peut partir un nouveau projet, mais il faut s'assurer, pour nous, c'est un critère bien important, que ça puisse durer dans le temps. Pas qu'après 2 ans, ça tombe, puis on veut pas comme laisser une patate chaude à quelqu'un, on veut qu'il soit capable d'en prendre soin. C'est un peu à ça que je voulais en venir, justement. Comme l'expression dit, on veut vendre, mais pas n'importe qui, pas à n'importe quel prix. Là, vous avez commencé à nous parler un peu des critères. C'est quoi les autres critères? Qu'est-ce qui ferait que vous dites, OK, cette offre d'achat-là, c'est parfait, c'est ça qu'on veut, ce serait quoi? Bien, c'est sûr que les critères d'achat, il faut que la personne puisse assurer les frais éventuellement, que ça soit rentable pour eux. Deuxièmement, il faut aussi que ça corresponde à nos valeurs aussi dans l'œuvre qu'ils veulent mettre dans le bâtiment. On n'accepterait pas, par exemple, qu'il y ait une compagnie d'armement ou qui va contre les valeurs, je dirais, de respect de la personne. Bon, je ne dis pas que c'est nécessairement ça qu'ils vivent, mais pour nous, c'est important le respect des personnes, puis la valeur humaine. Donc, ce qui aide la personne à vivre avec des valeurs de charité, des valeurs de bien-être. Donc, quelque chose qui va être respectueux. Justement, d'ailleurs, vous avez eu plusieurs offres qui n'ont pas fonctionné jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez encore l'espoir que la bonne personne va se présenter encore? Bien, après le premier essai, on avait pris la décision de démolir. On avait regardé la faisabilité d'un projet qui continuerait l'œuvre, puis aucun des projets ne pouvait assurer une pérennité à long terme, ne pouvait se soutenir par lui-même. Donc, on avait pris cette décision-là, puis... par grâce pour nous, quelqu'un nous a communiqué un autre courtier, mais c'était des courtiers plus dans l'ordre commercial. Donc, la possibilité de d'autres projets à l'intérieur, c'est maintenant ouvert à cette possibilité-là. On a dit, on prend une dernière chance parce que, après qu'on aura tout essayé, on démolira. Parce que là, ça reste toujours dans... S'il n'y a rien qui arrive. Parce que là, c'est toujours dans les options, mais en même temps, on regarde, ça serait triste d'arriver à cette solution-là. Bien, ce serait très triste parce que, pour différentes raisons. Il y a toute une histoire derrière ça. C'est une grosse partie de l'histoire de Lac-au-Saumon qui est ici. Tout à fait. Depuis 1929, comme je le disais précédemment. Et le bâtiment, la partie avant, si on le regarde, c'est un patrimoine. Évidemment, le village, sans le gros bâtiment sur le haut de la colline, c'est un beau village quand même, le Lac-au-Saumon, mais il y a une grande partie de l'histoire là. Les aînés du village sont venus rester ici, les gens ont travaillé ici. Le terrain, c'est un magnifique terrain, la beauté du paysage qu'on a, la vue sur le lac. Tout. Mais regardez, quand on peut pas, on peut pas. N'importe qui a une maison familiale puis qui n'est plus en moyen de l'entretenir, il faut qu'il fasse quelque chose. Mais là, vous parlez d'un patrimoine. Est-ce que c'est pas protégé? Le gouvernement pourrait pas vous aider à garder, à faire quelque chose? Ou même la municipalité, là? On parle, il n'y a pas d'aide que vous pouvez aller chercher au niveau de la politique? On a fait c'est-à-dire que politiquement parlant, nous, on ne veut pas rentrer dans un projet de patrimoine parce qu'on ne veut pas obliger une personne qui achèterait de maintenir les choses telles quelles, puis ça complique un peu encore plus l'administration dans ces projets-là. Ça devrait, pour être patrimonial, ça demanderait une décision de conseil. Et si un conseil décide de cela, il devient comme responsable d'aider au financement. Et les réalités sont que notre municipalité n'a pas nécessairement les reins assez solides pour maintenir un deuxième bâtiment. Ils ont acheté l'église. Qu'est-ce qu'il y en est? Je connais pas assez les rouages du gouvernement pour vous dire que oui ou non, là, mais actuellement, c'est pas... bien que le bâtiment est patrimonial dans le sens l'architecture, la partie avant seulement même, c'est peut-être pas la meilleure solution pour quelqu'un qui veut reprendre le bâtiment, là.
Mais là, vous allez quitter avant ou vous attendez la vente pour quitter? Vous allez partir où? Vous allez vous installer où? Bien, on a un projet de déménager à Rimouski. Ça a été dit dans les médias que nous étions avec le groupe Fari, qui rencontre actuellement des contraintes de construction. Alors, tant que ce projet-là n'aboutit pas pour nous, pour l'instant, on reste ici. Et bien, évidemment, ça coûte très cher à entretenir quand c'est vide. Hein? C'est un quart de ce bâtiment-là qui est occupé dans les faits. Le reste, c'est des services, puis le reste, c'est des chambres vides. Là. Alors, toute la lourdeur administrative nous oblige à laisser aller. À l'intérieur du bâtiment, il y a le mémorial qui est comme le musée de la congrégation. Qu'est-ce qui va arriver de ce musée-là quand vous allez quitter? J'aimerais bien avoir une petite boule de cristal pour vous dire ça, même si je ne suis pas très dans cette lignée-là. Il reste que... évidemment, il y a un bien patrimonial qui est là-dedans, qui restera toujours propriété de la congrégation. Nous devons assurer la pérennité de ce patrimoine. Si des acheteurs ne veulent pas le conserver à l'intérieur, s'il y avait des acheteurs qui ne veulent pas le conserver à l'intérieur, on va chercher un autre moyen pour assurer sa pérennité. On a discuté avec le patrimoine de M. de la paroisse, excusez, Bill Leblanc. Et puis, on a discuté, mais c'est encore dans des discussions. Il n'y a rien d'arrêté de ce côté-là. On a aussi regardé du côté ils appellent ça Banque, là, qui est la Banque d'archives nationale du Québec. Alors, peut-être quelque chose de ce côté-là. Mais c'est encore dans les discussions. Là. Il n'y a rien d'arrêté officiellement, ni de signé. Là. Donc, justement, en parlant du mémorial, il y a une émission spéciale qui a été tournée, qu'on va diffuser sur nos ondes le 14 février. Je pense que c'est une symbolique pour vous que ça soit le 14 février. Oui, le 14 février 1932, la congrégation, les sœurs, on a reçu l'autorisation et la reconnaissance de Rome comme communauté religieuse. Alors, quand on commence dans une communauté religieuse, on est d'abord une association de fidèles. Et ce qu'on appelle le décret de l'érection canonique nous permet à ce moment-là une reconnaissance civile et religieuse, et aussi au niveau de l'engagement, là, on pouvait prononcer nos vœux. Bien, Madame Sœur Chantal Blouin, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite que le destin de l'édifice se termine bien. Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Ça m'a fait un grand plaisir, puis nous souhaitons bien sûr que le bâtiment puisse passer encore à une autre génération. Merci. L'émission spéciale consacrée au mémorial sera présentée sur nos ondes à compter du 14 février. Comme on a discuté avec Mme Blouin, c'est une date importante pour la congrégation. L'émission sera diffusée du 14 février au 24 février.